mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Thierry Mariani, bonjour. Moi, j'adore ce générique. Il me fait toujours autant rire. Pour les babouches, on verra. En tout état de cause, on s'était vu la semaine dernière dans une émission où on avait parlé un petit peu justement du coût de la guerre en Ukraine, des rafales, etc. Et du soutien de l'Union européenne. Vous le voyez sur cette vignette. Eh bien, ce sera encore un sujet cette semaine. Mais là, la note, vous le voyez dans le titre, c'est fortement agrandi, en tout cas. Avant de parler un petit peu d'international, Thierry, on l'a vu ce matin, le sondage Odaxa qui est sorti montre que Jordan Bardella, dans tous les cas de situation, pourrait au deuxième tour être élu président de la République française. Est-ce que à un an et presque et demi des élections, ça veut dire grand-chose? Écoutez, il vaut toujours mieux un sondage qui explique que tu as des chances de gagner plutôt que tu as toutes les chances de perdre. Voilà. Franchement, je préférerais quand même voir un sondage comme celui-ci que voir le score qui est prédit, par exemple, pour les amis ceux qui resteront, les amis de M. Macron. Après, vous l'avez sous-entendu, un sondage un an et demi avant une élection, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Et puis, j'ai presque envie de dire que par moments, ça désigne l'homme à abattre ou la femme à abattre, puisqu'on ne sait toujours pas, je le rappelle, si ce sera Jordan ou Marine Le Pen qui seront candidats. Ce qui est sûr, c'est deux choses. D'abord, premièrement, et là, la presse est très déçue, il n'y a pas de guerre des chefs. C'est-à-dire que les journalistes salivaient déjà à l'avance en se disant on va reavoir le duel Balladur-Chirac ou le duel qu'on avait connu encore avant Rocard-Mitterrand. Eh bien non, parce que finalement, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont très clairs. La candidate naturelle, si la justice lui permet de se présenter, ce sera Marine Le Pen. Et Jordan Bardella, si la justice interdit à Marine Le Pen de se présenter, ce sera Jordan Bardella. Voilà, donc les choses sont claires. On verra qui sera le candidat. Mais dans tous les sondages, n'importe comment, que ce soit Jordan Bardella ou que ce soit Marine Le Pen, eh bien, je constate que dans toutes les hypothèses, les deux sont en tête. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais je suis très, très prudent. Vous savez, j'ai malheureusement des mauvais souvenirs dans la vie politique. Je me souviens d'un certain mois de janvier avant l'élection de Macron, où François Fillon était élu dans un fauteuil. On se partageait presque les postes. Et puis, vers le 20 janvier, est sorti un certain Canard enchaîné avec une certaine affaire. Et finalement, Pénélope nous a coulés. Et vous connaissez la suite. Donc voilà, on est en tête. C'est pas parce que vous êtes en tête à la mi-temps que vous gagnez le match. Donc, bonne nouvelle, mais rien n'est fait. Et puis, je pense que je me méfie vraiment du système. Quand je dis le système, on sait très bien qu'un certain nombre de personnes ne veulent absolument pas nous voir arriver au pouvoir et voudraient en quelque sorte conserver un certain statu quo. Donc je me méfie. En un an et demi, vous pouvez fabriquer un candidat. Regardez Emmanuel Macron. Quand François Hollande était carbonisé et que plus personne ne misait un copec sur sa réélection, eh bien on a vu petit à petit le candidat Macron sortir, soutenu, promu, et être élu. Et donc, je me méfie de tout ça. Qui est-ce qui sera le favori du système et des médias? Tout est possible. Alors, ça montre quand même, effectivement, malgré le fait qu'il puisse y avoir, je ne vais pas utiliser le mot de complot, mais en tout cas qu'il puisse y avoir une cabale contre le candidat RN, ça montre quand même, ceci étant, que pour les électeurs, finalement, le Rassemblement national fait quand même son chemin progressivement de parti extrêmement minoritaire qu'il a été il y a de ça quelques décennies, à maintenant un parti qui peut être légitimement celui présidentiel. Voilà, donc il y a quand même une avancée de stress que sur le terrain des électeurs. Il y a trois raisons, à mon avis. La première, soyons honnêtes, d'abord, c'est que
on entend souvent dire on a tout essayé sauf le Rassemblement national. Et donc, on a l'avantage de n'avoir pas échoué puisqu'on n'a jamais été aux manœuvres, aux manettes plutôt. Deuxièmement, il y a un effort certain de respectabilité qui est fait par le Rassemblement national depuis des années, grâce à Marine Le Pen quand elle a succédé à son père, qui est que désormais tout est, j'allais dire, surveillé et que on évite d'avoir certains candidats ou certains représentants qui disent n'importe quoi. Et puis, troisièmement, il y a des progrès certains dans les milieux d'affaires, les milieux économiques, grâce à Marine Le Pen, mais aussi à Jordan Bardella depuis. Donc, tout ça fait qu'on est plus crédible. Voilà. Après, je le répète, ce n'est pas gagné, mais vous savez, c'est très surprenant le nombre de diplomates, de très hauts fonctionnaires qui m'invitent à dîner ou à déjeuner ces derniers mois en se disant ah ben peut-être que vous allez arriver, sache que moi je suis prêt à travailler avec vous, sache que j'ai toujours voté pour vous mais je n'osais pas le dire, etc. Bref, c'est toujours bon signe d'avoir les ralliés de la 25e heure, même si certains ont mis du temps. Et puis ça prouve aussi, qu'en cas de victoire, certains se disent mais est-ce que vous aurez l'ossature de la fonction publique pour vous aider? Oui, ça prouve qu'on aura un certain nombre de fonctionnaires qui n'auront aucun problème pour travailler avec nous et qui surtout, quand on les rencontre, nous disent qu'eux attendent qu'une chose, c'est qu'on arrive pour effectivement changer un peu tout ce système pour lequel il y a une sorte de foire aux idées qu'on vient nous soumettre en ce moment. Bon, et on aura largement le temps, à l'approche des élections présidentielles, de voir un petit peu l'évolution dans les sondages et puis l'évolution sur le terrain, et puis de reparler de ces sujets. En tout état de cause, eh bien, on l'a vu, c'est notre vignette de cette émission. 140 milliards. 140 milliards, ça fait rêver, hein, c'est mieux que l'euro loto. 140 milliards d'aide à l'Ukraine, c'est la nouvelle folie de l'Union européenne. Comment, en fait, sont répartis ces 140 milliards? Est-ce que c'est sur plusieurs années? Qui va payer et pour faire quoi? Non, mais c'est très bien parce qu'on connaît enfin le chiffre. Vous vous souvenez peut-être que dans l'une des précédentes émissions, j'avais dit c'était il y a 15 jours, que Mme van der Leyen était venue un matin et avait dit, voilà, le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement des 27 pays européens, a décidé de soutenir l'Ukraine en 2026 et 2027 dans son effort budgétaire. C'est-à-dire deux choses. On parle du budget de l'État, on ne parle pas d'acheter des munitions, d'acheter des canons, etc. Ça, c'est encore autre chose et c'est encore en plus. Et deuxièmement, le choix de l'Union européenne était très clair, il faut que la guerre continue coûte que coûte pendant 2 ans. Voilà. Et une fois qu'on avait dit ça, il manquait le chiffre. Et la semaine dernière, on l'a enfin appris. On l'a appris une fois de plus d'ailleurs non pas par Mme van der Leyen, mais principalement par M. Orban. M. Orban qui a dévoilé un courrier envoyé à tous les chefs de gouvernement où on donnait un chiffre. Alors il y a deux chiffres qui circulent, le plus bas 135 milliards, le deuxième 140 milliards, mais il semble bien que ce soit 140 milliards quand on additionne tout, qui consiste à l'effort que demande Mme van der Leyen pour les 2 prochaines années aux 27 États pour que la guerre continue et pour que l'Ukraine puisse continuer à se battre. 140 milliards. Alors, et elle indique dans sa lettre 3 pistes. La première, c'est il peut avoir des dons volontaires des États. C'est sûr que si un État, je vous rassure, malheureusement, ce ne sera pas la France, si un État a 20 milliards de trop dans son budget ou 10 milliards, il peut faire un don volontaire. On peut s'attendre à tout. Hein. Moi, je m'attends à ce qu'un jour, il y ait une case sur les impôts. Veuillez soutenir l'Ukraine et faire un don volontaire aussi. Deuxième piste par Mme van der Leyen, c'est celle de faire un emprunt. Un emprunt, comme on a fait après tout pour le Covid. Je vous rappelle que le Covid, on l'a fait, on a emprunté 750 milliards qui ont été extrêmement mal gérés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes de l'Union européenne. Vous pouvez consulter ses avis sur Internet. Parce que tout simplement, nos génies financiers ont préféré attendre un peu avant d'emprunter. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des taux à 0.
Et donc, ils ont commencé à emprunter pour débloquer ces 750 milliards à mesure que les taux montaient. Donc, forcément, si je prends l'exemple de la France, les 40 milliards qu'on a reçus vont probablement, c'est pas moi qui le dis, je le répète, c'est le Sénat français et la Cour des comptes de l'Union européenne, vont probablement nous coûter entre 70 et 80 milliards, 2 fois plus, alors que les taux étaient à zéro. Et donc, elle rêve de refaire cette opération finalement qui a été faite pour le Covid. Alors là aussi, les Français ne sont pas rendus compte parce que, en réalité, on devra commencer à rembourser cet emprunt Covid. Pour la petite histoire, il a été rebaptisé Next Generation EU. C'est plus joli qu'emprunt Covid. Next Generation EU, on va devoir le rembourser à partir de 2028. Ça tombe bien. Au moment où Macron partira, on recevra une nouvelle couche. Et là, vous verrez que qui que ce soit qui sera aux manettes dira « Ah, mais on a cet emprunt à rembourser qui a été fait avant. C'est tant de milliards de plus par an. Tant de milliards de plus par an. » Soyons honnêtes, ce n'est pas la faute à Macron si c'est 2028. C'est l'Union européenne qui avait décidé, les 27 États ensemble, que l'échéance de remboursement serait entre 2028 et 2058. 2058, ça tombe bien. Pour moi, ce sera mon 100e anniversaire si je suis encore là. Mais je crains que ce soit mes enfants qui finissent de payer la suite. Bref, troisième hypothèse, après les dons, après l'emprunt, c'est troisième hypothèse, c'était la confiscation des avoirs gelés. Vous savez, ces fameux 200 milliards dont on nous parle, des avoirs gelés russes. Sauf qu'en réalité, la Belgique ne veut pas les débloquer. Pourquoi ? Parce que si on les débloquait et qu'on les utilisait pour aider l'Ukraine, pour des raisons techniques que Le Monde, d'ailleurs, pour une fois, le journal Le Monde l'a très bien expliqué, la Belgique pourrait être responsable. Et en tout cas, si la Belgique n'était pas jugée seule responsable, ce seraient tous les autres États qui seraient jugés responsables parce qu'on sait que c'est totalement illégal. On n'est pas en guerre. Tous les mots sont employés, une guerre hybride, etc. Mais on n'est pas en guerre et donc ce serait une confiscation absolument illégale. Donc en réalité, ce que propose Madame von der Leyen, une fois de plus, c'est de faire en sorte qu'on donne 140 milliards à l'Ukraine pour ces 2 années, pour que l'État ukrainien puisse être payé. Donc je répète, c'est pour payer les fonctionnaires, pour payer les hôpitaux, les instituteurs, et puis au passage, comme on le sait en Ukraine, pour payer un peu la corruption, parce qu'il faut bien que certains oligarques enrichissent leur caisse. Et pas du tout pour payer la guerre. Ça, ce sera en plus. Et donc, M. Orban a vendu la mèche en rendant cette lettre publique. Et pour le moment, personne n'a vraiment répondu clairement. Et là où c'est quand même très surprenant, j'ai fait un tweet là-dessus sur mon compte X. Je me suis fait fracasser comme je me suis jamais fracassé par tous les trolls qui restent ukrainiens en disant que je mentais, que je trichais, parce que j'avais commis le crime de lèse-majesté de dire dans ce tweet, quoi qu'il arrive, ce sera 25 milliards pour les Français. Pourquoi ? Parce que, je le répète pour la 100e fois, arrêtez cet intox qui consiste à dire l'Europe donne, l'Europe propose, l'Europe distribue. Non, l'argent de l'Europe, c'est l'argent des États européens, l'argent des citoyens européens. Or, les Français, à chaque fois qu'il y a une dépense, cotisent, si je puis dire, ou participent pour entre 18 et 19%. D'ailleurs, on était à 18,4 et on va monter bientôt à 19. Pour votre information, les premiers, ce sont les Allemands à 22 et nous, entre 18 et 19%. Ça veut dire que dans les 3 hypothèses, que ce soit des dons, que ce soit un emprunt ou que ce soit le dégel des emprunts, des avoirs russes qu'on remboursera par la suite, dans les 3 cas, les Français payeront. Et dans les 3 cas, on payera 25 milliards. Et dans les 3 cas, ce ne sera pas peut-être immédiat, mais ce sera pour nos enfants, nos petits-enfants, à qui on laisse des dettes qu'ils paieront et que la France devra assumer, en plus de toutes les dettes qu'elle a déjà sur, si je puis dire, sur son nom. Voilà, donc cette Europe nous conduit dans une catastrophe financière. Je vous rappelle que le budget de l'Union européenne, il n'est pas si grand que ça. C'est 200 milliards.
un peu moins, si ma mémoire est bonne, 194 cette année 2024 ou 2025. Et donc, en réalité, ça représente une somme phénoménale et c'est aujourd'hui le grand jeu de l'Union européenne de faire des emprunts pour faire autre chose à côté. Voilà, alors que 170 milliards empruntés pour le Covid, 140 qu'on nous propose d'une manière ou d'une autre pour soutenir l'Ukraine. Bref, on continue à couler les finances de l'Union européenne pour l'avenir, mais si vous me permettez, c'est un jeu vicieux. Pourquoi? Parce que l'Union européenne et l'équipe de von der Leyen rêvent de coincer tous les États dans un carcan administratif qu'ils dirigent. Or, faire des emprunts en commun, eh bien, en réalité, ça veut dire que si un jour un État devait quitter, il devrait immédiatement régler sa part pour les emprunts en commun qui ont été faits. Et c'est quelque chose qui deviendra totalement inaccessible pour tous les États. Après, je répète, et je le dis aujourd'hui, et j'y crois sincèrement, je pense que cette crise ukrainienne, par son aspect financier et par la défaite politique qu'elle représente, on en parlera dans quelques minutes, est en quelque sorte pour l'Union européenne ce que la guerre en Afghanistan fut pour l'Union soviétique, c'est-à-dire le début de la fin. Intéressant. Alors effectivement, sur ces 140 millions, on a bien compris. Milliards. Milliards, oui, oh là là, je suis beaucoup non, mais trop moi, des fois aussi, je me modeste. trompe parce qu'on a le vertige, voilà. Milliards. Voilà. Je suis beaucoup trop modeste sur l'histoire, on parle bien entendu en milliards. On a bien compris qu'on n'est quand même pas encore dans une décision prise, actée, entérinée. On est sur quelque chose qui est en phase de discussion. Est-ce qu'on a des chances d'y réchapper? Ah non, la décision est actée. La décision est actée au Conseil européen. Je le répète, au Conseil européen d'octobre. C'est ce qui est venu annoncer Mme von der Leyen il y a 3 semaines à Bruxelles. Au Conseil européen d'octobre a été prise la décision et annoncée aux Ukrainiens. En 2026, en 2027, on payera votre budget. Voilà. Après, c'est comme toujours avec l'Ukraine ou avec Macron. C'est une fois qu'on a pris une décision, c'est qui paye? Que ce soit, excusez-moi, des rafales dont on a une simple lettre d'intention ou que ce soit 140 milliards pour soutenir l'Ukraine, ça n'a pas été réglé. Et c'est pour cela que Mme von der Leyen a écrit aux chefs de gouvernement pour leur dire, voilà, je vous propose 3 pistes. Mais dans les 3 pistes, c'est n'importe comment, 3 fois on paye. Et dans les 3 pistes, chaque fois, les Français payeront 18%. Et donc, tous ceux qui m'accusent disant « mais jamais il a été décidé que l'Union européenne nous donnerait 25 millions à payer », ben si, je suis désolé, il y a des clés de répartition et la France a 18% à payer, quoi qu'il en soit. Bon, eh ben, malheureusement, c'était à qui perd. Eh ben, on a perdu. Bon, Thierry, dernière question sur cette émission. On le voit aujourd'hui, c'est l'actualité de ce mardi. On a effectivement des pourparlers alors, qui se déroulent maintenant aux Émirats arabes unis, sur lesquels il se dirait que potentiellement, effectivement, l'Ukraine serait prête à signer ces accords de paix. Rappelons que visiblement, ces négociations aujourd'hui aux Émirats arabes unis, je crois que c'est à Abu Dhabi ou Dubaï, j'ai oublié, c'est pas très important, ne seraient pas en fait ceux qui sont proposés, les fameux 28 points proposés par Trump. Est-ce que là, on est dans l'après Genève? Est-ce qu'on est finalement dans une reprise en main de la diplomatie européenne ou est-ce que c'est un leurre, ce que je dis? Alors, à cette heure-ci, je précise, à l'heure où on enregistre, nous sommes mardi en soirée. Les informations qu'on a nous laissent voir 2 choses. D'abord, il y a les négociations à Genève. À Genève, où les Européens sont présents, où les Européens posent des exigences, même s'ils n'ont pas les moyens de les faire appliquer, et où on continue à faire de belles déclarations. Mais on apprend qu'il y a d'autres négociations dans les Émirats arabes unis, là directement entre Russes et Américains et Ukrainiens, où finalement on discuterait avec des vrais sujets. Donc pour le moment, ce qu'annonce les négociations à Genève, j'ai envie de vous dire, c'est toujours la même chose.
dans ce Parlement ou dans les institutions européennes, on dit la souveraineté de l'Ukraine doit être défendue, l'intégrité du territoire de l'Ukraine doit être retrouvée, y compris en récupérant la Crimée. Plus personne n'y croit, mais tout le monde le dit, parce que si vous dites que tout ça est irréaliste, vous êtes immédiatement taxé d'être payé soir et matin par les Russes. Qu'on va continuer la guerre et que l'Ukraine va gagner. Voilà, il y a en quelque sorte le rêve à Genève, la réalité à Abu Dhabi. Et donc, en réalité, on attend vraiment ce qui va être décidé à Abu Dhabi, où là, les choses sérieuses se décident. J'ai entendu encore une déclaration d'Emmanuel Macron tout à l'heure qui expliquait qu'on avançait, etc. Je crois qu'il faut aussi, cette semaine, on a compris que pour Trump, Emmanuel Macron, je ne veux pas prendre de mots méprisants pour notre président, mais qu'il ne le prend pas vraiment au sérieux. Parce qu'il y a un épisode dans tout ce qui se passe en ce moment qui a été un peu comment dire, en France, on a très peu entendu les médias en parler. C'est cette fameuse interview de Trump sur l'avenir de l'OTAN. Et qu'est-ce que dit Trump? Il dit l'avenir de l'OTAN doit être repris en main par les Européens et il faut que ce soit les Allemands, j'ai bien dit les Allemands, qui le dirigent. C'est-à-dire, en clair, on a un président qui nous explique, M. Macron, qu'il a l'oreille de Trump, que Trump est son meilleur ami, même s'il se fout un peu de lui, quand Trump est en Égypte et qui dit « Oui, Emmanuel, d'habitude, il fait toujours l'incruste sur la photo. » Mais quand les choses sérieuses sont évoquées, pour les États-Unis, ils ne pensent pas à la France pour diriger l'OTAN. Ils pensent aux Allemands. Ce qui est d'ailleurs profondément humiliant pour Macron, mais ça, franchement, on s'en moque, mais profondément humiliant pour la France. On est le seul pays de l'Union européenne qui avons la force nucléaire et je ne vois pas comment, honnêtement, on pourrait confier définitivement la direction de l'OTAN à l'Allemagne. Voilà. Qui plus est, qui a une armée moins importante que la France. Alors justement, côté armée… Attention, qui a une armée moins importante, mais qui compte tenu de ses finances, a décidé de faire un effort extraordinaire au sens de être très très important pour rééquiper son armée et développer son armée. Vous avez 2 pays en ce moment en Europe qui font des efforts budgétaires énormes, c'est la Pologne et l'Allemagne. L'Allemagne aura, en termes de capacité classique, une armée qui risque malheureusement d'être supérieure à la nôtre dans quelques années si elle réalise vraiment ses efforts. La France annonce des efforts de réarmement aussi, mais ça ne vous a pas échappé que Macron fait les déclarations et que dans le même temps, on n'est même pas capable de voter un budget parce qu'il n'a plus de majorité. Et donc, en réalité, ça reste pour le moment très anecdotique, les efforts qui sont faits par la France. On rajoute quelques milliards, mais l'Allemagne nous distancera très rapidement. Mais quoi qu'il arrive, on sera toujours le seul pays à avoir l'arme fatale, l'arme nucléaire, et on ne peut pas être dans un OTAN reconfiguré, j'allais dire, les sous-fifres des Allemands. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Et surtout, ça montre que pour les Américains et pour M. Trump, eh bien, M. Macron et la France sont un peu pris par-dessus la jambe et que le seul poids crédible pour eux reste l'Allemagne. Alors, dernier point, justement dans le déclaratif d'Emmanuel Macron, on l'a entendu aujourd'hui à la télévision dire que finalement le plus grand danger pour la France, c'était la Russie, dire notamment que la France était à portée de missile de la Russie, comme si Moscou n'était pas à portée de missile de la France, quand même assez curieux. Et la semaine dernière, et ça fait écho, je dirais, à l'intervention qui a beaucoup fait parler sur les plateaux et partout sur Internet, celle du général Mandon qui lui disait clairement il faut préparer les Français à voir mourir leurs enfants pour l'Ukraine. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux commenter. Oui, parce que je suis un peu en désaccord avec beaucoup de réactions sur les propos du général Mandon. On a dit, mais mon Dieu, c'est excessif et tout. Pardonnez-moi, mais je pense qu'il a eu l'inconscience, le courage ou la mission
je ne sais pas laquelle, de mettre les images et le son sur ce que disaient ses collègues. C'est-à-dire qu'on voit depuis des mois des responsables français politiques imaginer qu'on peut rentrer en guerre, qu'on peut participer à une guerre, que la guerre est inévitable, si on ne l'a pas tout de suite, ce sera dans 3-4 ans, etc. Voilà, et qu'elle est nécessaire pour sauver la démocratie, l'Ukraine, etc. Qu'a dit le général Mandon? Eh bien, il a simplement rappelé aux Français que dans une guerre, il y a des morts, que dans une guerre, ça tue. Et c'est pour ça que je dis, il a mis le son et l'image. Donc, est-ce qu'il était en service commandé? J'y reviendrai dans quelques minutes, mais il n'a fait que dire la vérité. Voilà. Et tous ceux qui, dans le même temps, disent il faut se préparer à la guerre, cette guerre est inévitable, et qui condamnent ce général, excusez-moi, mais quelle bande de faux culs, quoi. Il a le courage de dire et de faire comprendre, parce que la France a oublié, heureusement, ce qu'est une guerre, de faire comprendre ou de rappeler ce qu'est une guerre. Dans une guerre, on perd des hommes, et malheureusement, on a perdu des hommes en Afghanistan, on a perdu des soldats, là aussi, dans les guerres au Sahel. Mais si on rentre en guerre ou si on participe à une guerre contre la Russie, ce sera malheureusement, probablement, pas le même nombre. Donc, ceci étant, on n'est pas en guerre, sauf erreur de ma part. Heureusement, on n'est pas en guerre. Mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on est en service commandé? Est-ce qu'il était en service commandé? Parce qu'il ne faut pas oublier que il était dans le cabinet de M. Macron il y a encore quelques mois, et on voit très clairement que le mot d'ordre de tout le clan Macron, c'est de préparer les Français à la guerre. Parce que d'abord, la guerre, ça resserre le lien national autour du chef de l'État. Et franchement, quand on voit la cote de M. Macron, ben finalement, une guerre, ça pourrait, je ne dis pas être utile, mais ça pourrait être l'occasion pour lui de retrouver une petite popularité. Et 2022 a finalement prouvé qu'Emmanuel Macron a été réélu grâce à la guerre. 2022 a prouvé que Macron a été réélu grâce à la peur. Grâce à la peur, à la fois la peur totalement excessive autour du Rassemblement national. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national ne fait plus peur à personne, à part à ceux qui en rêvent la nuit. Et effectivement, vous avez raison, la peur de la guerre. Sauf que M. Macron n'est pas une force de paix, c'est une force, j'allais dire, si c'est une force, c'est quelqu'un qui en permanence veut que cette guerre continue. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Je n'aurais pas l'audace de dire qu'il rêve d'une guerre pour rester au pouvoir, mais certains franchissent ce pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, on entretient un climat où j'ai l'impression que toutes les secondes, on est menacé par les Russes. Voilà. Et une simple vue de la cartographie européenne, de la géographie européenne, nous montre qu'on n'est pas menacé on n'a pas encore de risque d'être envahi par la Russie. Alors je sais que maintenant, il y a l'expression, il y a des guerres hybrides. Dès qu'il y a un drone qui survole, on se dit c'est un drone russe. Dès qu'il y a un hôpital qui est attaqué, on dit c'est les Russes. Bon, soyons aussi sérieux 2 minutes. Il y a malheureusement des mafias internationales qui se servent d'aujourd'hui du climat pour se remplir les caisses et pas du tout pour agir pour tel ou tel État, que la Russie mène des opérations contre nous, des opérations, on va dire, de déstabilisation, ça me semble évident. Après, soyons honnêtes, est-ce que l'Union européenne ne mène pas aussi des opérations de déstabilisation contre la Russie? C'est aussi une évidence. On approvisionne cette guerre, on approvisionne l'Ukraine en bombes, en munitions, et on la soutient effectivement. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que les Russes nous portent pas dans leur cœur en ce moment. Mais ce qui est sûr, c'est que a-t-on un risque d'être envahi par la Russie demain? Je ne le pense pas, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, ni dans 5 ans. La Russie sait très bien que si elle s'attaque à l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord s'appliquera. Donc, pour le moment, c'est uniquement l'Ukraine. Et je le répète, je pense que défendre l'Ukraine, ce n'est pas du tout défendre la démocratie. L'Ukraine, toujours aujourd'hui, est un État
totalement corrompu, comme le prouve chaque information qui tombe, comme le prouvent les actions de M. Zelensky qui voulait bloquer le système de anticorruption dans son pays et qui a dû faire marche arrière à cause des manifestations. L'Ukraine n'est pas une démocratie. Je rappelle qu'il n'y a plus d'opposition en Ukraine parce que soit elle a dû s'exiler, soit comme certains personnages, ils ont été assassinés, je le rappelle, à l'étranger. Donc l'Ukraine n'est pas pour moi un modèle de démocratie et je ne considère pas que se battre pour l'Ukraine soit se battre ni pour la démocratie ni pour la France. Ni pour l'Europe, probablement, mais effectivement, si une paix venait à arriver prochainement, c'est certain que pour les élections présidentielles 2027, eh bien, ça imposerait de parler de sujets sérieux. Oui, et puis, moi, ce que je crains, et puis je crois que c'est la fin de l'émission, mais ce que je crains ou ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'en réalité, à la sortie, si la paix est faite, ce que je souhaite, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des hommes qui meurent, et qu'une guerre finit toujours, heureusement, par finir, donc au plus tôt sera le mieux. Mais pour le moment, de ce qu'on entend entre les propositions qui sont faites directement par les États-Unis ou de ce qu'on entend des rumeurs sur ce qui se négocierait aux Émirats, il y a deux choses qui sont évidentes. Oui, l'Ukraine devra céder une partie de son territoire et l'Europe va payer une addition extrêmement importante. Or, je crains qu'à la sortie, il y ait un grand gagnant qui sera les États-Unis. C'est quand même extraordinaire parce que cette guerre qui au départ a été encouragée par Biden et que Trump va, je l'espère, arriver à finir, eh bien à la sortie, le grand gagnant, ce sera ceux qui l'ont allumé. Puisque quand on voit les exigences de Trump, elles sont hallucinantes. Dans le fameux plan qui a été présenté ou qui a fuité, il faut donner 100 milliards aux États-Unis pour qu'ils garantissent la sécurité, et on s'aperçoit qu'à la sortie, c'est l'Europe qui va devoir financer une grande partie des mesures, les États-Unis encaisser les contrats et l'Ukraine subir des pertes territoriales. Voilà, quand on fera le bilan de tout ça, à froid, là on est à chaud puisqu'on est dans le conflit, mais je pense que le bilan de Mme van der Leyen et la politique de l'Union européenne seront jugés catastrophiques et suicidaires. Ben voilà, on va rester sur ce mot de la fin. Thierry Merny, bonne semaine au Parlement européen et à très vite sur Divergence Politique. Au revoir. Merci. Nous sommes en guerre. Chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français.